Bienvenue dans Corps en Mouvement, le podcast qui parle du lien entre danse, bien-être et performance sur le long terme. Corps en Mouvement, ce sont des conversations authentiques et inspirantes de danseurs de bachata, de West Coast Swing et d'autres danses duo et aussi solo qui partageront au micro leur parcours, leurs défis et leur routine bien-être. Mais il y aura aussi des spécialistes du mouvement qui interviendront ici, comme des préparateurs physiques, des ostéos, des coachs mentaux, et qui raconteront comment ils accompagnent le danseur tout au long de sa carrière. Je suis Elisa May, danseuse, professeure de bachata et instructrice pilates certifiée. Ma mission, aider les danseurs à progresser et à s'épanouir dans leur art grâce à des sessions de pilates spécialement conçues pour eux. Alors que tu sois amoureux de danse ou simplement curieux, ce podcast est une invitation à explorer, à réfléchir et s'inspirer. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le soutenir en le likant et en le partageant à une personne qui aimerait le découvrir. Bonne écoute et bienvenue dans Corps en Mouvement. Aujourd'hui, je reçois Moana, danseuse contemporaine de 33 ans, devenue récemment maman. Moana vient à l'origine du monde de la gymnastique, où elle a été championne suisse dans son adolescence. La danse est arrivée un peu plus tard, après un passage à l'école Rudra Béjar à Lausanne. Elle a ensuite dansé pour des grandes scènes comme le Grand Théâtre de Genève ou encore à Innsbruck en Autriche. Aujourd'hui, elle évolue dans la danse contemporaine à son compte, explorant des univers différents comme le mannequinat et la vidéo. Elle nous parlera d'ailleurs d'un projet vidéo avec Lady Gaga. Dans cet épisode, elle nous parle de la rigueur qu'elle continue d'appliquer à son entraînement entre yoga et pilates, devenus ses précieux alliés. Elle revient aussi sur ses blessures parfois lourdes et sur sa détermination à revenir à chaque fois sur scène, coûte que coûte. Moana nous confie aussi la face cachée de la vie de danseuse, les périodes sans contrat, l'importance de les accueillir comme des moments de pause, de respiration pour y mieux revenir ensuite. C'est une conversation intime, sincère et percutante où Moana se livre sur le burn-out, sur sa santé mentale, sur l'importance du suivi psychologique et sur ce que cela veut dire d'être une femme, une danseuse et une maman dans cette industrie. Elle raconte son rapport à la maternité, son choix d'avoir attendu, les craintes physiques, la pression de toujours devoir être au top. Aujourd'hui, elle jongle entre les projets artistiques et sa vie de maman. Elle partage aussi son expérience avec la méthode gyrotonique qu'elle a découverte pendant sa grossesse et qui l'a aidée à rester connectée à son corps. Parce que oui, on peut être les deux, danseuse et mère, mais qu'il faut encore souvent se battre pour y croire et s'organiser. Belle écoute! Hello Moana! Salut Elisabeth, comment vas-tu? Bien et toi? Très très bien. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans le podcast pour parler de toi, de ton parcours de danseuse, de ce que tu fais aujourd'hui et parler aussi du sujet de la maternité quand on est danseuse. C'est un sujet qu'on ne parle pas tant que ça, j'ai l'impression. Donc ça va être l'occasion avec toi de parler de tout ça. Comment tu te sens d'ailleurs à la veille de la reprise? Je me sens d'un côté un petit peu excitée de reprendre et d'un autre quand même super fatiguée encore. Donc je me demande comment m'organiser pour pouvoir allier au mieux danse et maternité. Et oui, totalement, parce que c'est vrai que le physique, quand on est danseuse, c'est important, mais toute la partie organisation l'est certainement aussi. C'est vrai qu'il y a la partie organisation qui est très très importante. Le physique, c'était presque comme une évidence, donc je ne l'ai même pas mentionné, mais surtout le fait de s'organiser entre les déplacements, les modes de garde, l'allaitement, c'est quelque chose de très complexe. Ouais, je viens le croire. Pour commencer, je te laisse te présenter la manière dont tu souhaites, parler de ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui et de ce nouveau rôle de maman. Donc, je m'appelle Moana, j'ai 33 ans aujourd'hui, je suis originaire du Népal, j'ai été adoptée, donc je suis née au Népal mais j'ai grandi en Suisse, je suis arrivée toute petite à l'âge de 3 semaines. J'ai commencé mon parcours par la gymnastique rythmique, j'en ai fait pendant 10 ans à haut niveau et quand j'ai gagné les championnats suisses, je me suis dit ok, j'ai atteint mon but et j'ai envie de continuer mon parcours dans la danse, donc j'ai fait comme une reconversion vers la danse. C'était à quel âge ça? C'était à l'âge de 17 ans. Okay. Parce qu'en fait, dans la gymnastique, on peut pas en vivre en fait. Et la danse, c'était quelque chose qui me plaisait depuis quelques années, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer de me lancer dans une carrière de danseuse. Évidemment, je voulais absolument avoir un papier avant de commencer 100% dans la danse, donc j'ai passé ma maturité et ensuite je me suis
consacrée à la danse entièrement. Donc j'ai une formation plutôt classique et contemporaine. J'ai fait une école à Lausanne qui s'appelle l'école Rudra Béjar. Et ensuite, j'ai été engagée directement en Autriche pendant 3 ans, au Landestheater à Innsbruck. Ça a été des années vraiment incroyables pour moi là-bas. J'ai appris beaucoup juste après l'école. C'était vraiment quelque chose qui m'a fait grandir sur scène. Et ensuite, j'ai changé de compagnie et je suis arrivée à Genève, au Grand Théâtre. Et j'y suis restée 8 ans. C'était aussi des super expériences parce que là, c'était une compagnie qui était plus contemporaine, donc quelque chose qui m'attirait un peu plus. Et c'était aussi une compagnie qui fait énormément de tournées internationales, ce qui n'était pas le cas d'Innsbruck parce qu'on ne faisait pas de tournées en fait. Ouais. Et ensuite... Chose qui est étonnante pour une compagnie de danse. Je pense qu'il y a beaucoup de compagnies, surtout en Allemagne et en Autriche, je dirais, même en Suisse en fait, mais qui font beaucoup de spectacles au théâtre et qui ne tournent pas du tout. Et en fait, je pense que c'est différent par rapport à ici, en France ou je dirais en Suisse romande. C'est beaucoup plus ancré dans la mentalité et dans les habitudes des gens. Ils vont vraiment au théâtre tous les week-ends, comme on pourrait aller au restaurant ou au cinéma. Et du coup, ces théâtres-là peuvent se permettre de programmer énormément de spectacles et le public sera toujours là, ce qui n'est pas le cas à Genève. Et puis, bah voilà, depuis maintenant 2 ans et demi ou quelque chose comme ça, maintenant j'ai un blanc, je suis freelance, donc je suis partie du Grand Théâtre pour pouvoir voler de mes propres ailes et travailler avec les chorégraphes que j'ai envie en fait. Ouais. Parce qu'en compagnie c'est super, mais on ne choisit pas avec qui on travaille, tandis qu'en freelance, on a cette opportunité. Après, évidemment, c'est plus compliqué le freelance, il n'y a pas la sécurité financière et tout ça, donc on est aussi obligé de faire des choses dont on n'a pas vraiment envie. Ouais. Mais c'est quand même quelque chose de super de pouvoir choisir ses projets. Complètement. Est-ce que tu penses que tu aurais été la même danseuse si tu avais été directement en freelance, sans passer par la case compagnie? Pas. Je pense que j'aurais pas été la même danseuse parce que les années en compagnie m'ont quand même apporté une certaine rigueur et un certain entraînement, quelque chose de... Je pense que ça m'a vraiment formée et ça me permet aujourd'hui en freelance d'avoir un mental, on va dire, qui même quand j'ai des périodes où je n'ai rien, où j'ai pas de travail, je sais que ça va arriver et je continue à m'entraîner, je vais pas lâcher mentalement. Donc je pense pour ça c'est important et aussi pour les contacts parce que grâce aux compagnies quand même j'ai rencontré beaucoup de chorégraphes et j'ai commencé à bâtir mon réseau, on va dire, ce qui est très important pour le freelance. Je me demande, est-ce qu'il existe vraiment des danseurs qui sortent des écoles de danse en se disant je vais être freelance? Parce que personnellement, moi dans mon parcours, jamais on parlait du freelance ou très peu. Et souvent, on avait cette idée où on se disait « Ah, je rêve d'aller dans cette compagnie, elle a l'air incroyable, regarde les spectacles qu'ils font, c'est juste magnifique. » Or, à ce moment-là, dans nos têtes, je pense que, on est un peu trop jeune aussi, mais on réfléchit pas à l'envers du décor, aux conditions de rémunération, aux conditions de travail aussi. Et c'est des choses certainement qu'on apprend une fois qu'on est en compagnie, et certainement que pour plein de danseurs, alors je dis pas que c'est une généralité, j'en sais rien du tout d'ailleurs, mais peut-être que beaucoup de danseurs en freelance ont été déçus aussi de leurs expériences en compagnie et qui se disent maintenant j'ai vraiment envie de choisir les projets dans lesquels je vais travailler. Je sais pas si tu as un avis sur ça. Alors je sais pas si c'est une histoire de génération ou une histoire de ce qui se passe aujourd'hui, mais moi je vois beaucoup de danseurs aujourd'hui très jeunes qui vont directement en freelance. Ok. Je pense que ça dépend aussi des écoles de danse qu'on fait avant, parce qu'il y a des écoles qui préparent clairement à être freelance directement. Tu penses à des écoles en particulier? En tout cas, par exemple en Suisse, je sais qu'il y a la manufacture où ça, clairement, les danseurs vont plutôt être freelance. Ils vont pas aller en compagnie ou en tout cas moins. Je sais que le ballet junior à Genève, je pense qu'il y a un peu des deux. Et puis à Paris, je sais pas exactement les formations qu'il y a, mais je côtoie beaucoup de danseurs qui sont à Paris,
qui sont très jeunes et qui sont directement freelance parce que il y a du travail hein, quand même pour les jeunes et je pense qu'ils apprennent directement en fait que voilà, c'est compliqué, mais en France il y a l'intermittence du spectacle et c'est aussi c'est difficile à l'avoir parce que c'est beaucoup d'heures, mais après c'est entre guillemets aussi une certaine sécurité pour les moments où il n'y a pas de travail. Ok. Donc après voilà, moi comme je disais aujourd'hui j'ai 33 ans, donc je fais presque partie des plus vieux. Du coup c'est peut-être une histoire de génération entre guillemets, parce que en tout cas moi avec l'école que j'ai faite et quand j'avais 18 ans, personne pensait à être freelance en effet. Pareil. Mais je pense qu'aujourd'hui les mentalités changent. Ouais, je pense que ça change. Ouais, c'est chouette. Et justement dans les projets de freelance auxquels tu as participé, lesquels t'ont le plus marqué jusqu'à présent? Alors, il y a un projet que j'ai fait alors que j'étais encore en compagnie, mais c'était un projet, on va dire quand même freelance. Et c'était une campagne pour le champagne Dom Pérignon. Ok. Et c'était avec... donc le chorégraphe, c'était Sidi Larbi Cherkaoui. Et c'était avec une grande star, et c'était Lady Gaga. Donc, c'est le fameux projet avec Lady Gaga. C'était assez incroyable. Moi, j'ai eu cette proposition de travail par une agence de danseurs mannequins, parce que c'est aussi quelque chose que je fais maintenant en parallèle avec la danse. Et j'ai fait le casting sans savoir que c'était Sidi Larbi Cherkaoui, le chorégraphe. Il se trouve que je ne travaillais pas encore avec lui parce qu'il n'était pas encore directeur au Grand Théâtre. Mais je l'avais déjà croisé quelques fois et quand j'ai su que j'ai été prise, j'étais trop contente parce que c'était pour moi une première expérience avec le monde on va dire du cinéma, enfin c'est pas du cinéma mais caméra et tout ça. Plus commercial peut-être. Commercial, mais le monde de la vidéo, voilà, ça je cherchais. C'est complètement différent par rapport au spectacle vivant sur scène, forcément. Là voilà, c'est de la vidéo, il y a plusieurs prises, on refait et c'est un monde que je connaissais pas et que j'avais très envie de découvrir. Donc c'était vraiment une super expérience. On a répété quelques jours en Belgique et ensuite on a tourné pendant 3 jours à Épernay sur le domaine de Champagne, de Dom Pérignon. C'était 2 tournages, 2 nuits de tournage. Donc ça c'était hyper intense, mais on était plusieurs danseurs, on était une super équipe et c'était vraiment génial. Et pourquoi Lady Gaga était là du coup ? Alors Lady Gaga n'est pas venue à Épernay en France, mais ensuite on est 6 à être partis à Los Angeles pour shooter avec elle. Et en fait c'était la muse, on va dire, la star de la campagne. Nous on dansait autour. Mais voilà, c'était vraiment pour moi une première expérience avec la vidéo et assez incroyable quand même quoi, parce que moi en plus j'étais encore en compagnie et puis ça m'a permis d'avoir un premier aperçu du freelance, même si ça se passe pas toujours comme ça. Mais là je me suis dit c'est génial, en plus on rencontre plein d'autres mondes, plein de danseurs de milieux différents et je crois que j'avais vraiment besoin de ça à ce moment-là en tout cas. Ouais, de voir autre chose et de voir ce qui existe en dehors du monde de la compagnie. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui t'ont marqué aussi, peut-être différents ? Oui, alors l'année dernière, j'ai fait un projet qui s'appelle Chiroptera. C'était sur la façade de l'Opéra de Paris. En fait, il y a des échafaudages parce qu'ils sont en train de rénover la façade. Et il y avait un projet qui a été mené par JR et le chorégraphe Damien Jallet. Et donc pour la levée du rideau, ils ont organisé donc, un événement. Donc on était 153 danseurs sur cet échafaudage. Et en fait c'était assez fou parce que c'était un spectacle donc déjà sur un échafaudage, j'ai envie de dire, c'est pas tous les jours. Ouais, carrément, c'est atypique. En plus, moi j'étais tout en haut dans la dernière ligne, donc à je sais pas, au moins 40 mètres de Mais hauteur. avec sécurité ou pas ? On avait des harnais. Ah ouais, quand même, et puis en fait c'était un spectacle qui jouait sur c'était très visuel parce qu'en fait on avait des capes Chanel réfléchissantes en fait, et le public devait venir avec une lampe frontale ou un flash du téléphone pour voir parce que ça réfléchissait. Et en fait c'était tout était
millimétré, chronométré comme un métronome pour la musique. Ouais. En fait, on avait des oreillettes dans les oreilles et on avait une partition aussi. Et puis tout ce qu'on faisait, en fait, ça écrivait des mots ou ça faisait des canons. Et on a répété du coup dans un hangar, il n'y avait que 3 étages, donc on faisait plusieurs groupes. Et puis c'était rigolo parce on avait vraiment donc des phrases écrites, mais dans des ordres différents. Et puis on avait une oreillette dans l'oreille parce qu'il y avait une musique, mais qui n'était pas vraiment rythmée. Et puis on devait vraiment suivre la voix de celui qui nous faisait répéter. Donc on entendait quelque chose comme first group, second group, third group, comme ça. Et c'était rigolo. Canon, A9, C9. Parce qu'en fait, on avait donc... chaque case avait une lettre et un numéro. Et ça, c'était assez fou comme projet parce qu'en plus, pour garder la surprise, on a répété pendant la nuit sur place à 3h du matin, à 4h du matin, pour que la ville de Paris dorme encore et ne voit pas pour qu'il y ait vraiment un effet de surprise. Pour qu'il y ait vraiment un effet de surprise. Et donc le premier spectacle, on en a fait 2. Et le premier spectacle, on commence de dos et la première fois que tu tournes face au public, là je me tourne et je vois 28 000 personnes. Et là, le cœur fait touloum, 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 touloum. Et franchement, c'était assez incroyable. Et c'était vraiment une super équipe aussi. Bon, voilà, après, je sais pas tous les danseurs qui ont participé parce qu'on était tellement... C'était un gros projet de groupe. C'était pas du tout... pour ce projet-là, c'était pas du tout un projet individuel avec le spotlight sur moi. Mais c'était tellement... super et original pour moi comme projet que j'ai vraiment adoré. Ah ouais, ça fait des sacrés souvenirs, effectivement. Et aujourd'hui, justement, par rapport à tous ces projets, j'imagine qu'on te demande des choses différentes à chaque fois sur les projets en termes de ce que tu dois transmettre avec le corps. Tu te définis comment, du coup, comme une danseuse contemporaine vu qu'il y a le modèle qui entre en jeu, comment tu te définis ? Pour moi, oui, je me définis comme une danseuse contemporaine avec des bases classiques. Ok, ouais. Et un passé gymnique. Aussi. Et ça aide certainement, oui, parce que aujourd'hui, on recherche de plus en plus des danseurs versatiles. Et puis le fait d'avoir fait de la gym, ça me permet de pouvoir faire des acrobaties, en tout cas pouvoir vendre ça sur le papier. Et souvent les chorégraphes, ils aiment bien avoir des danseurs qui savent faire plein de choses. Oui, complètement, qui ont plusieurs cordes à leur arc. Exactement. Et justement, en parlant de ça, de ce qu'ils aiment voir aussi sur le papier, ils aiment voir peut-être aussi qu'il y a eu des récompenses, des distinctions, tu as eu des prix. Est-ce que tu veux parler de ces prix et nous dire en quoi, qu'est-ce que ça t'a apporté pour toi, pour peut-être être plus rassurée sur ce que tu fais, je sais pas. Alors bon, le premier prix, je dirais, le plus important pour moi, c'était mon titre de championne suisse en gymnastique rythmique. Pour moi, ça a vraiment été comme un but que j'avais atteint. Et c'est d'ailleurs suite à ça que j'ai décidé de me lancer dans la danse. Après, qu'est-ce qui m'a apporté ? Je dirais que c'est surtout une satisfaction et une reconnaissance de toutes ces années d'entraînement et de sacrifice que j'ai fait parce que quand on est enfant, on a envie d'aller à un anniversaire, on a envie de jouer avec les copines et tout ça. Et c'est vrai que moi, avec mes heures d'entraînement... qui était 30 heures d'entraînement par semaine quand on est petite, et puis en plus de faire des trajets parce qu'il y avait 1 heure de voiture pour y aller, ça prenait beaucoup de temps, donc j'ai pas fait beaucoup d'anniversaires, et puis c'est vrai que je pense que j'étais vraiment super heureuse d'avoir remporté ce titre parce que ça voulait dire beaucoup pour moi, quoi. C'est la cerise sur le gâteau, quoi. Voilà. Et ensuite dans la danse, j'ai obtenu une bourse du Pourcent culturel Migros quand j'étais à l'école Rudra Béjar, et ça m'a permis, donc c'est une bourse financière, et ça m'a permis de faire beaucoup d'auditions, ça m'a permis de voyager, de me payer les voyages, parce qu'il ne faut pas oublier que les auditions, c'est, en tout cas pour les compagnies, il faut se rendre sur place, et puis on sait qu'un danseur doit voyager parce que si on est en Suisse, il y a peut-être 4 compagnies, 5 compagnies, puis encore c'est pas forcément dans ton style de danse, donc t'es obligé de voyager et de partir loin, et puis donc le voyage, l'hôtel, tout ça, ça revient très vite à
très cher. Très cher, donc Ouais. ça m'a vraiment aidée pour ça. Et il y avait un autre prix. Et le dernier prix que j'ai remporté, c'était le prix de contemporain du Grand Prix de Paris. Donc là, c'était une compétition de danse. Moi, j'étais dans la catégorie contemporain. Et j'ai remporté ce prix alors que j'étais déjà au Grand Théâtre. Et ça m'a permis de me conforter dans mon choix, on va dire, artistique, le fait d'avoir choisi une compagnie plus contemporaine. Et ça m'a redonné confiance en moi, on va dire, parce que quand je suis partie d'Innsbruck, donc cette compagnie où j'ai énormément dansé les premiers rôles et j'étais très très présente sur le devant de la scène, quand je suis arrivée à Genève, un peu moins. Après c'est normal, hein, mais ça m'a redonné de la motivation, de la force, et ça m'a redonné un boost de confiance en moi, de me dire Tu peux le faire. Tu peux le faire, voilà. Oui, c'est toujours gratifiant et je pense qu'on en a besoin quand on est danseur d'être un peu reconnu parce que c'est un milieu qui est mine de rien hyper compétitif. Donc oui, effectivement, ça doit être agréable de se sentir valorisé. Ouais. Si on parle un peu de la préparation physique quand on est danseur, donc quand tu étais en compagnie, effectivement, tu es payé pour prendre des cours. Maintenant que tu es freelance, comment tu fais pour prendre soin de toi au quotidien ? Alors, c'est bien plus compliqué, hein. Il faut s'entraîner à la maison, il faut garder la rigueur et la motivation de s'entraîner tout seul, parce que quand on est en compagnie, comme tu disais, on est obligé de prendre le cours, et puis on est plusieurs, 8, 20 selon la compagnie, donc c'est facile, puis c'est un entraînement quotidien, c'est un échauffement, on réfléchit pas trop, et puis quand on est freelance, il faut se forcer, parce qu'on aurait tendance très vite à se dire oh là j'ai pas de travail, je vais chiller à la maison, mais en fait il faut tenir cette rigueur. Et moi de mon côté je me suis mise au yoga et au pilates, j'en faisais déjà quand j'étais en compagnie, mais j'ai vraiment, on va dire, continué et approfondi cette pratique depuis que je suis freelance. Je pense tout d'abord passer des pratiques que j'aime beaucoup, mais aussi parce que dans mon salon, j'ai pas la place de faire un cours de classique. C'est sûr. Donc, on parlait aussi du fait que quand on est freelance, on doit payer nos cours. Et ça, c'est quelque chose de compliqué, donc je peux pas me payer des cours tous les jours. Et aussi, c'est compliqué de trouver des cours pour danseurs professionnels. Ouverts comme ça. Bon, il en existe quelques-uns quand même à Genève, avec des tarifs aussi, non, qui sont dédiés. Il y a des tarifs pro, j'ai en souvenir certaines écoles, des tarifs pro, Il y a, mais c'est toujours plus compliqué en termes d'organisation, de finances, et puis voilà. Donc moi, j'ai commencé à fond yoga et pilates, et en fait, c'est des pratiques qui me plaisent beaucoup. Le yoga parce que ça allie souplesse et force. En tout cas, à chaque fois après un cours de yoga, j'ai l'impression d'être bien ancrée, que j'ai travaillé tous mes muscles. Et en plus, il y a le côté méditation spirituelle qui m'apaise. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis le pilate, c'est quelque chose que j'ai découvert vers les dernières années du Grand Théâtre, et ça j'ai vraiment adhéré parce que en fait on travaille vraiment les muscles profonds, ce qui dans les cours qu'on fait en compagnie, en cours de classique, cours de contemporain, c'est pas forcément le cas, parce qu'en fait c'est vrai que quand on est danseur professionnel et qu'on a des cours de classique, ça nous échauffe, ça vous maintient en forme et tout ça, mais on va pas spécifiquement travailler sur des muscles ou des parties du corps. Et je pense en fait que ça devrait être quelque chose qui devrait être fait partout, parce que quand j'étais à la gym, on avait un préparateur physique qui nous faisait des plannings et qui, en fonction de notre corps, bien sûr qu'on faisait des séances de souplesse, des séances techniques et tout ça, mais il y avait la préparation physique qui était là, tandis que dans la danse,
elle commence à exister, Ouais. mais pas tant que ça. Ouais. Et du coup, le Pilates m'a permis aussi d'éviter pas mal de blessures par la suite. Ouais. Et tu disais que tu en faisais au Grand Théâtre de Genève. Vous aviez un studio, du coup, des Pas cours du qui tout, étaient non. dispensés? Non, même pas. Non, Ok. je les prenais en plus Ok. du travail en Ouais. compagnie. Lors de ma dernière année, on a eu quelques cours de pilates en guise d'échauffement, mais c'était pilates mat, donc au sol. Mhm. Et moi, dans le pilates, j'aime beaucoup avec les machines. Avec le réformeur. Ouais, avec le Ouais. réformeur, c'est ce que je préfère et ce que je trouve le plus efficace. Le plus pertinent aussi pour les danseuses pro. Oui. Les danseurs pro, ouais. Mhm. Tu m'avais parlé en off de certaines blessures que tu as eues. Comment sur le moment tu les as vécues et quel impact aussi ça a eu sur ton mental, autant sur le physique d'ailleurs, mais aussi sur le mental? Alors la première grosse blessure que j'ai eue, c'était au dos. Ouais. J'avais 12 ans, donc c'était il y a longtemps, c'était pendant ma carrière de gymnaste. J'ai eu très mal au dos et lors d'une IRM, ils ont vu que j'avais une spondylolyse, donc c'est une fissure dans la vertèbre sur la L5. J'ai dû arrêter pendant 1 an. Ah Mais oui. 1 an, tout sport, hein. Même à Ouais. l'école, le sport, la gym, j'ai dû tout arrêter, j'avais plus le droit de courir, plus rien. Du coup, c'était très difficile parce que c'est un moment quand t'es gosse et puis voilà, t'as toutes tes copines qui continuent et puis moi, tout s'est arrêté d'un coup. Du coup, j'ai fait autre chose. Après 12 ans, voilà, donc j'ai aussi eu la puberté qui est arrivée à ce moment-là, j'ai eu un peu tous ces changements-là. Et la reprise a été très difficile parce que j'avais perdu toute ma souplesse. C'était en plus dans la gym, la souplesse c'est super important. Donc ça a été très très difficile, mais j'ai réussi. Et t'as eu envie justement de revenir à la gym. Ouais. Tu aurais pu faire le choix C'est de vrai. dire bon, j'arrête là. Non, j'avais trop envie de continuer et j'ai réussi. Et d'ailleurs, mon titre, je l'ai gagné après tout ça. Donc, c'est une belle revanche. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que c'est une blessure qui, on va dire, s'est guérie, mais qui reste quand même là. Et c'est aussi un des choix qui m'a fait passer à la danse parce que la gym, c'était tellement extrême dans la souplesse que mon dos, il pouvait pas suivre. Et du coup, dans la danse, c'était plus soft, on va dire. Oui, c'est sûr. Ensuite, j'ai eu 2 autres blessures assez significatives, les 2 au même endroit, c'est les chevilles. Je me suis déchiré les ligaments de la cheville, une fois à droite, une fois à gauche. Ah oui, les 2 côtés. Voilà. Donc, petite faiblesse aux chevilles, hein, clairement. C'était donc les 2 fois, c'était lors de mes années à Genève. Une fois à l'atterrissage d'un brisé-volé. Ok, ouais. Donc, pour ceux qui connaissent pas la danse classique, c'est un saut où les 2 jambes se rejoignent. Voilà. Et, si ma mémoire est bonne. Et puis, à l'atterrissage, j'ai ma cheville qui s'est tordue et qui est partie sur l'extérieur. Et sur le moment, j'ai entendu crack. Ouais. J'ai eu très très mal. T'as continué à ce moment-là ou t'as quand même arrêté? Tu pouvais pas. J'ai vraiment pas pu continuer. Là, je pouvais plus poser le pied par terre. Donc c'était directement hôpital, urgence. Et puis on a vu que c'était les ligaments déchirés. Donc j'ai dû m'arrêter pendant bien 2 mois et demi. Si je me rappelle bien, c'était minimum 2 mois et demi. Ça a été dur aussi sur le moment. Pour des raisons, on va dire, parce que tu vois directement que personne n'est irremplaçable. J'étais encore aux urgences, on savait pas mon diagnostic, que les autres me disaient que les répétiteurs étaient déjà en train d'arranger pour remplacer dans les spectacles, toi tu prendras la place de Moana, nanana. Et ça fait un coup au moral parce que t'as même pas le diagnostic, en fait t'es déjà remplacé. Et puis après, voilà, toutes les places que tu pouvais avoir dans les chorégraphies, et t'étais remplacée. Puis ça c'est difficile en fait à encaisser. Et puis quand tu reviens, tu sais pas si tu récupères ta place. Oui, comment ça se passe dans ces cas-là? Typiquement, toi, comment ça s'est passé? T'as pu la récupérer? Alors moi, j'ai récupéré ma place, mais en alternance avec l'autre. Ah ouais. Alors pas sur tous les ballets, mais il y avait un ballet, c'était comme ça. Donc voilà, c'est toujours... c'est en plus que t'es à la maison, tu vois ton pied qui est complètement flex, tu te dis que tu pourras plus jamais pointer le pied de ta vie, que y a la rééducation, il y a tout ça, et puis il y a en plus le côté mental où
ben voilà, c'est difficile de... Qu'est-ce que tu as fait du coup par rapport au mental pour te sentir bien? Est-ce que tu as eu un suivi avec un psy pour en parler? Comment tu l'as géré? Alors, lors de ma première blessure, j'ai pas eu de suivi avec un psy, mais je me suis du coup mis, moi, un peu... j'ai mis la danse à l'écart. Et je me suis dit, ben, je vais profiter de faire plein d'autres choses, de voir mes amis non-danseurs. Ouais, profiter d'une vie sans danse, qui faisait aussi énormément de bien. Et lors de ma deuxième fois où je me suis déchiré les ligaments, là c'était à l'atterrissage d'un porté. Pareil, ma cheville est partie sur l'extérieur et bah, du fait que je m'étais déjà déchiré les ligaments, je savais à quoi m'attendre et ça a été plus simple entre guillemets. Et là, j'ai eu le suivi d'une psychologue du sport qui venait de finir son master et qui cherchait des cobayes pour... tu es tombée au bon moment. Je suis tombée au bon moment. Et du coup, elle a fait ce suivi avec moi, du coup en visio. Moi, j'étais à la maison et puis on a parlé de mon état psychique, mais on a aussi on a fait des exercices de visualisation, pour pouvoir revenir et ne pas avoir peur de me refaire mal ou peur de la douleur. Et donc, notamment, le porté dans lequel je me suis fait mal, je visualisais la même chose sans me tordre la cheville, ou alors des mouvements qui pourraient potentiellement me faire mal, de les visualiser sans douleur et dans le contrôle. Donc ça, c'était hyper intéressant. Ah oui, complètement. Et c'est important, moi ça me fait penser, et j'en ai parlé dans un autre épisode, mais ça me fait penser à une semi-chute, parce que c'était pas une vraie chute, mais donc avec mon partenaire de danse en bachata lors d'une compétition, il y a eu cette semi-chute et je me suis dit mais pourquoi elle est arrivée? Enfin, je veux dire, aux répétitions ça passait super bien et c'est vrai que ça m'a, je dirais pas que c'était un traumatisme, mais je me suis dit merde, comment je vais faire pour les prochaines compétitions où on doit refaire cette chorégraphie? Et j'ai été accompagnée par une coach en prépa mentale et on a travaillé exactement comme toi sur cette visualisation. En fait, c'est hyper important. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée. Oui, c'est sûr. Parce que tu l'as refait du coup, ce porté après? Oui, parce qu'après, là pour le coup, j'ai récupéré ma place. Et voilà. Mais, et puis le dernier accident un peu rigolo, on va dire, que j'ai eu, c'était lors de ma première année aussi au Grand Théâtre. Comme un peu un bisutage, c'était pas un bisutage du tout, mais sur scène, en fait, j'ai une amie qui s'est relevée au-dessus de moi. Et en fait, ça m'a fait un coup de boule, elle m'a cassé le nez. Ah, sympa. Et j'ai senti clouc. Et là, j'étais là. Et j'ai commencé à saigner du nez, mais je voulais pas sortir du scène, je voulais finir la séquence, voilà. Et puis c'était le ballet de Casse-Noisette et on était en train de faire la partie des rats. Donc on était en rat là, et puis j'étais en train de faire la chorégraphie et puis j'étais là comme ça en train de renifler parce que en fait je voyais les gouttes de sang ploc et j'étais en train de danser et je vois ma pote et je lui dis est-ce que je saigne? Elle me fait mais oui tu saignes. Et en fait c'était la bataille des rats et c'était vraiment une bataille quoi, c'était plein de sang. Et du coup j'ai tenu quand même jusqu'à la fin de cette partie, je suis sortie. Et là, clairement, là, après, j'ai pas pu re-rentrer. Ils ont dû adapter directement en live sans moi. Et je suis partie en ambulance à l'hôpital. Non. C'était mais t'avais un masque justement pour j'avais pas de masque. Nous, on n'avait pas de masque, on avait juste un masque sur les yeux, un peu comme Tortue Ninja, quoi. Ouais. Mais du coup, le nez, était à découvert, donc tout le monde a pu voir. Bon, dans le cadre d'une bataille, ça fait sens. Ouais. Pour le petit côté rigolo. Oui, effectivement. Si on revient un peu sur la partie mentale, quelle différence tu as vue, toi qui as connu du coup le travail en compagnie et en freelance? Dans les deux cas, il y a du stress, mais le stress en freelance est quand même différent. Comment tu gères ce stress-là au quotidien, notamment en période de non-contrat? Et quels ont été les dispositifs, les aides que tu as pu avoir lorsque tu étais en compagnie? Alors, je dirais que pour le stress, qui est du stress en freelance, quand il y a des périodes de non-contrat, il faut les accepter. Il faut accepter qu'il y ait du vide. Je pense que c'est inévitable dans la vie d'un danseur freelance. Moi, je pense que j'arrive, entre guillemets, assez bien
à accueillir ces moments de vide de par mes nombreuses années en compagnie où j'ai eu tellement que ça me fait du bien aussi d'avoir des moments où j'ai rien, où je peux me retrouver, où je peux faire les choses que j'ai envie de faire, ne serait-ce que faire complètement autre chose, aller en montagne, faire des randonnées, c'est vraiment des choses que j'adore et qui me ressourcent. Après, c'est sûr qu'on est toujours aux aguets. On est toujours aux aguets d'une audition, d'un casting. Instagram, maintenant, malheureusement, heureusement, j'en sais rien, mais tout se passe là-dessus. Et du coup, scroller devient presque un mode de recherche de travail. Est-ce que tu regardes les stories? Ah, recherche, un danseur, nanana, donc voilà. Parce que t'es pas dans une agence, par exemple? Si, mais dans les agences dans lesquelles je suis, c'est plus pour la mode, on va dire. Okay. Ou alors danseur mannequin. Pour la publicité, pour ce genre de projet. Voilà, des choses comme ça. Pas pour les projets artistiques. Ouais, ok. Et puis, il faut savoir que les agences qui m'envoient des projets, la plupart du temps, ça ne marche pas. Alors, il y a quelques projets qui marchent, c'est super, mais il y en a d'autres qui ne marchent pas. D'ailleurs, je suis en train de penser à une autre expérience en freelance dont je n'ai pas parlé, qu'on pourra revenir dessus si jamais. Mais en freelance, donc pour les périodes de stress, c'est aussi que on va avoir un projet, il va falloir se donner à fond directement, on n'est pas forcément prêt physiquement, donc on va se donner à 1000%, le lendemain on ne pourra plus marcher. Et puis, c'est souvent des périodes, en tout cas pour ma part, c'est souvent des périodes très courtes de répétition et directement on est sur scène. Donc, il faut être ultra rapide, il faut être... voilà, on n'a pas le temps de progresser, ça va aller mieux. Non, c'est tout de suite. D'où la nécessité de se préparer tout le temps, enfin d'avoir toujours cette préparation physique présente. C'est ça. Donc ça, c'est différent des compagnies parce que les compagnies, on a... toujours un minimum d'un mois de création, même si c'est court, hein, mais un mois de création avant un spectacle. Après, en compagnie, il y a aussi du stress, parce que je pense qu'avant chaque spectacle, il y a un peu de stress, mais ça, pour moi, en tout cas, tous ces moments de stress et d'adrénaline, ils sont positifs pour moi. En tout cas, je les prends bien et ça me motive encore plus. Il faut faire attention au moment où ce stress devient une angoisse. Là, je dirais que ça devient négatif et qu'il faut agir pour ça. Parce que là, c'est plus sain, quoi. Et du coup, en compagnie de danse, est-ce qu'il y avait un soutien qui était apporté, un soutien psychologique, un soutien mental par des professionnels? Non, on n'avait pas de soutien. Ok. Lors de ma dernière année, alors il y a justement cette psychologue qui s'appelle Isabelle Schramm, qui avait donc travaillé avec moi lors de ma blessure. D'accord, c'était elle. Donc elle est venue nous faire un workshop un jour en compagnie, et c'était très intéressant. Mais c'était juste un jour. C'était pourquoi? Pour sensibiliser sur les choses, en fait, un peu sur tout, sur la préparation mentale, sur comment un danseur se sent au quotidien, qu'est-ce qui est juste ou qu'est-ce qui est pas juste, notamment par rapport au burn-out. Par exemple, quels sont les signes, en fait, avant-coureur pour pouvoir le soigner avant que ça soit trop tard. Donc c'était vraiment de la sensibilisation. Ouais, suite à ce workshop avec la sensibilisation, notamment au burn-out, j'en étais consciente, mais ça m'a pas empêché, moi, d'en faire un quand même. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de paramètres, dont le fait que j'étais déléguée des danseurs. Et du coup, c'est moi qui... T'avais une responsabilité. J'avais une responsabilité, c'est moi qui représentais la voix du groupe. Et en face, en fait, j'avais des personnes qui ne faisaient peut-être pas forcément très distinctement la différence entre moi et mon rôle de déléguée. Ah, ok. Et en fait, moi en tant que danseuse. Oui, j'avais compris. Et puis en tant que déléguée. Et du coup, j'ai eu beaucoup de charge mentale qui a été très très difficile. En fait, je me prenais tout sur moi. Et même si
même si je me disais non mais c'est le groupe et tout ça, mais en fait c'est tout moi qui prenais et j'en ai un peu payé moi Et t'as pas en pu... tant que danseuse. Ouais. J'ai essayé d'en parler, Ouais. j'ai essayé de dire que moi je suis Moana la danseuse et puis quand je viens parler de ça c'est Moana la Une autre déléguée, casquette, donc c'est une autre casquette. Mais ça n'a pas fonctionné et ça a été très 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 compliqué pour moi et pour d'autres. Hein. J'ai pas été la seule à faire un burn-out cette année-là. Et concrètement, quand on est danseuse et qu'on fait un burn-out, comme toute autre personne, tu es arrêtée ou tu as continué Non, malgré moi, tout Alors j'ai continué pendant un bon bout de temps parce que c'est pas dans ma nature d'abandonner. Je me suis dit non mais ça va passer, Relativise. laisse couler sur tes bras et tout, mais ça n'a pas passé. J'ai dû être arrêtée. Il y avait aussi d'autres facteurs qui ont aggravé, on va dire, cet état psychique-là. J'ai subi des violences de la part d'un de mes collègues, on va dire, où j'ai porté plainte. Ah ouais, d'accord. Et en fait, tout est ressorti au même moment. Ça faisait beaucoup. Ouais, voilà. Et du coup, j'avais vraiment beaucoup trop à gérer. Donc ça a fait tout un mix où je pouvais plus. J'arrivais plus à danser, j'arrivais plus à avancer et me dire que ça allait passer. En fait, là, j'avais juste besoin de m'arrêter, d'avoir un soutien avec une psychologue. Et, de digérer, ouais. De digérer l'événement. Et ça a pris combien de temps nécessaire pour digérer tout ça et puis revenir ensuite sur la scène? Ça a pris 3 mois au moins. Ça a bien pris 3 mois. Après, pour moi, ce qui est un peu triste dans mon parcours, on va dire, c'est que c'était à la fin de mon année au Grand Théâtre. Du coup, je suis pas retournée sur scène. J'ai fini mon année là-dessus, en fait. Mais je pouvais plus. En fait, je pouvais plus. Et ça fait partie un peu de mes regrets, parce que j'aurais beaucoup aimé faire mon dernier spectacle sur scène, me dire « Ah, ça y est, c'est le dernier » et tout. Et à la fois, c'est pour ça que j'essaie de tenir, parce que je savais que c'était ma dernière année, et j'étais là, bon, c'est pas grave, tu t'en prends plein dessus, mais c'est pas grave, de toute façon, tu pars, mais en fait, c'était too much. Et puis, quand la tête et le corps ne veulent pas, et c'est puis après, possible. en fait, j'ai eu d'autres projets en freelance et ça m'a permis de revenir sur scène et d'être complètement guérie, parce qu'en fait, j'avais tout ça qui était derrière moi. Ouais. Parce que du coup, les contrats avec le Grand Théâtre de Genève, donc t'es resté 8 ans, tu m'as dit, c'est chaque année que ça se renouvelle ? Oui, alors, c'est chaque année, en tout cas, on a un entretien pour savoir si on reconduit. Si on reconduit ou pas. Je comprends. Voilà. Ok. Je te propose qu'on parle de la maternité. Comment perçois-tu la façon dont l'industrie de la danse accueille l'arrivée d'un bébé ? Est-ce que tu as ressenti de l'appréhension, une certaine gêne, ou est-ce que les choses se sont passées naturellement pour toi ? Alors, je dirais que ça s'est pas passé tout à fait naturellement pour moi. Je pense que c'est très compliqué encore aujourd'hui, même si les mentalités changent et avancent. Je pense que c'est encore très compliqué d'être maman et danseuse. Je dirais que en compagnie, peut-être, ça pouvait sembler plus simple parce que, il y avait le congé maternité pris en charge, puis ensuite on revient, et puis et des exemples certainement autour de toi. Des exemples, puis on a sa place qui est de toute façon assurée. Là, dans mon cas, donc je suis tombée enceinte, j'étais déjà en freelance, et puis ma grossesse s'est bien passée, mais j'ai dû m'arrêter très vite de danser parce que j'avais des douleurs en fait au ventre dès que je bougeais, dès que je dansais, donc j'ai dû m'arrêter à 4 mois. Ok. Du coup, déjà quand on est freelance, il n'y a pas beaucoup de projets, donc c'était un peu plus compliqué. Moi, ma plus grande crainte, c'était de ne pas retrouver de boulot après, parce que justement, il n'y a pas cette place assurée comme en compagnie. Et puis là, maintenant, je me rends compte que tout le monde est super content, super heureux pour toi que tu aies eu un enfant, c'est génial, et je suis la plus heureuse des mamans aujourd'hui. Mais voilà,
pour les projets, c'est compliqué parce que, par exemple, j'ai eu une proposition de tournage en Arabie Saoudite. Et puis j'ai été prise, donc j'étais super contente parce que c'est toujours assez rare. Et quand j'ai annoncé que je viendrais avec ma fille et ma maman pour qu'elle la garde, bien sûr que je paierais tout ça, mes frais, le voyage et tout ça, ils m'ont dit, ah bah non, c'est pas possible. Et ils t'ont donné quand même des arguments? Oui. Et en fait, c'était pas possible parce qu'il fallait un visa de travail. Et ils pouvaient pas faire de visa de travail pour ma maman et ma fille. Parce qu'on allait tourner dans une zone qui était interdite au public. D'accord. Aux touristes, pardon, pas au public. Et du coup, ça m'a fait un petit coup parce que, déjà, ascenseur émotionnel, d'être trop contente d'être prise sur un projet, puis en fait, non, on peut pas parce que ma fille peut pas venir, et puis pour moi, c'était impensable de la laisser pendant autant de temps, même si c'était que une semaine, 10 jours, mais je l'allaite encore, donc c'était pas possible pour moi. Et puis après j'ai eu un autre projet où là je suis partie danser, donc c'était mon retour sur scène, mais en fait quand j'ai annoncé pareil que je venais avec ma fille et ma mère, on me dit ah bon, mais on avait prévu de vous mettre dans un Airbnb toutes les danseuses ensemble. Okay. Moi, je pensais qu'on allait être en hôtel, comme d'habitude, mais non, là, c'était Airbnb. J'ai dit, du coup, on sait pas. Et puis, finalement, on a trouvé une solution, mais ensuite, une fois sur place, je l'allaitais le matin. Ensuite, pendant les répétitions, je devais j'ai demandé un minimum de 15 minutes pour pouvoir tirer mon lait. Donc, j'avais mon tire-lait, j'étais dans l'arrière du studio, j'apprenais les pas derrière avec mon tire-lait. Donc ouais, c'est pas simple, et puis c'est pas vraiment aménagé pour. Hein. Mais pourtant, t'es pas la première. Non, je suis pas la première, et je serai pas la dernière. Bah oui. Je pense qu'il y a des chorégraphes qui sont beaucoup plus ouverts à ça, et d'autres où forcément il n'y a pas le temps, comme toujours, et puis déjà c'est super que j'ai le poste, le job, puis après il faut se donner à fond, et puis sinon après ils vont se dire maman on va pas l'engager, tout ça. Alors non, je dirais que c'est quand même super compliqué, surtout quand on allait encore. Après je pense que ce sera plus simple une fois que je vais plus allaiter, et après c'est toujours l'organisation des modes de garde, tout ça, parce que les projets on sait souvent à la dernière minute. C'est pas rare que la veille on me dise demain tu pars. Donc là maintenant avec un enfant ça change la donne. Et oui, et surtout c'est comme tu l'as évoqué jusqu'à présent, ce sont des projets à l'international, c'est même pas dans le pays ou un pays qui est juste à côté de la Suisse, c'est des projets de grande ampleur, enfin en tout cas qui nécessite un long trajet en plus. Oui, c'est ça. Là, j'ai encore reçu une autre proposition pour aller faire un tournage en Afrique du Sud, et j'ai dit est-ce que c'est possible, cette fois j'ai dit avant de finir le casting, j'ai dit est-ce que c'est possible que ma fille et ma maman viennent à mes frais, ils m'ont dit ah non. Ok. Bon, voilà, c'est comme ça. Après c'est pas grave en fait, parce que pour moi c'était un souhait. J'avais tellement envie d'être maman que pour moi, c'est plus important ma fille que de continuer les projets comme ça. Oui. Et puis voilà, ça, je vais trouver un équilibre. Là, c'est encore que le début. Donc, c'est encore tout récent. Donc voilà. Totalement. Et justement, par rapport à ce désir d'enfant, est-ce que tu penses que inconsciemment, que ce soit l'industrie de la danse ou toi, tu as remis un peu plus tard le fait d'avoir un enfant, peut-être parce que tu avais des craintes, notamment par rapport à la condition physique, de ne pas retrouver le même corps qu'avant, ou pour d'autres raisons? Très clairement, ça c'est sûr, c'est sûr. Depuis toujours, j'ai eu envie d'être maman, mais j'ai repoussé ça à plusieurs années, parce qu'il y avait au début ah non mais j'ai encore envie de danser, j'ai envie d'avoir ce rôle-ci, ah mais il y a un nouveau chorégraphe qui arrive, un nouveau directeur, non moi j'ai envie d'être au top de ma forme à ce moment-là, j'ai pas envie d'avoir un enfant à ce moment-là parce que je veux pouvoir donner le meilleur de moi-même. Donc il y a eu ça, puis après il y a ça y est, je commence le freelance, non j'ai pas tombé enceinte tout de suite parce qu'il faut que je fasse mon réseau, et puis si je fais mon réseau, si je tombe enceinte maintenant j'aurai pas de réseau, et puis aussi,
d'un point de vue administratif, en Suisse, il me semble que ta raison individuelle doit être créée 9 mois avant que tu aies un enfant, il me semble, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, il y a des conditions pour toucher au congé maternité. Donc, en plus de la pression liée à la danse, il y a aussi la pression administrative. Ouais, alors ça, c'est encore tout un autre chapitre que je suis pas sûre qu'on aura le temps d'aborder. Mais ouais, c'est très très complexe. Le congé maternité étant au chômage, enfin intermittent en Suisse, on dépend du chômage, donc voilà. Et ça, c'est vraiment hyper complexe. Ouais. Même les gens au sein des structures du chômage ça, ne savent pas comment ça se passe, donc c'est très très compliqué. J'ai finalement réussi à toucher mon congé maternité, mais avec 2 mois et demi de délai, de retard. Donc pendant 2 mois et demi, j'ai pas eu de revenus. Donc c'était chaud. Et là aussi, on se dit, mais pourtant, c'est un sujet classique. Enfin, je veux dire, avoir une grossesse, c'est pas un sujet extraordinaire. Classique, mais c'est pas, il n'y a pas beaucoup de danseuses intermittentes qui tombent enceintes au chômage. Tu crois? Pour les gens qui travaillent au chômage, c'est pas la majorité. Oh, ouais. Ouais, mais ça fait partie quand même. Les danseuses, c'est pas la majorité, profils. On va dire. Ouais. Donc voilà. C'est fou, c'est fou, je trouve. Pour parler de quelque chose de plus positif, pour ce qui est de ta préparation physique quand justement tu as été enceinte, comment tu l'as adaptée justement? Quelle nouvelle discipline technique tu as utilisée pour te tenir en forme? Alors j'ai continué le yoga et le pilate, mais j'ai passé sur le pilate prénatal. Bien sûr. Parce que je voulais travailler avec quelqu'un qui avait fait des formations et qui connaissait tout ce qu'on pouvait faire et ne pas faire, parce que je voulais surtout pas faire de bêtises. Je pouvais m'entraîner moi de mon côté, mais j'avais peur que ce soit pas adapté. Donc j'ai fait ça, et j'ai aussi découvert une nouvelle pratique qui est le gyrotonique. Et donc c'était gyrotonique prénatal également. C'est avec une ancienne danseuse du Béjar Ballet qui a également, elle, eu un enfant, donc ça m'a aussi rassurée. Oui. Et c'était très très intéressant aussi. Ça m'a un peu fait penser au pilates, mais c'est tous des mouvements en rotation. Ouais. Et c'était aussi très intéressant, et ça me faisait travailler tout le corps de manière douce, on va dire. Exactement. Est-ce que tu veux un peu expliquer en quoi ça consiste, le fait que ce soit avec une machine, comment cette machine elle est composée, de quoi elle est composée plutôt? C'est une machine qui est composée de, comment on appelle ça, deux poignées en fait qui vont tourner. Et en fait, par exemple, un exercice, je suis assise sur un banc, j'ai mes 2 mains sur ces 2 poignées rotatives, et je vais faire des mouvements circulaires en arrondissant et en allongeant le dos. Donc c'est très doux, mais ça fait bien travailler le dos. Et il y a aussi une partie de la machine derrière avec des sangles et des élastiques qui s'accrochent aux chevilles. Et puis on peut faire plein de travail avec les jambes. C'est un peu difficile à expliquer comme ça, mais... Mais c'est je connais assez mal, pour être honnête, mais est-ce que c'est plus de l'étirement que du renforcement, ou les deux? Les deux. Ah ouais, ok. Les deux, mais... on va dire, l'étirement, c'est parce qu'on allonge, en fait. On allonge le corps, on peut allonger aussi les jambes, mais il y a toujours cette résistance avec soit c'est pas des élastiques, mais c'est des câbles qui sont reliés à la cheville. Il y a une résistance, et du coup ça va être du renforcement. Ouais. Et pareil aussi avec ces mouvements rotatifs. Un fight de micro. Ouais, désolée, j'ai failli faire tomber le micro par terre en imitant les mouvements rotatifs de la gyrotonique. Et est-ce que c'est comme le réformeur avec justement des ressorts de plus ou moins grande intensité, où tu peux régler l'intensité selon ce que tu veux faire? On peut régler l'intensité. Ok, faudrait que je teste à l'occasion. Pour terminer avec ces dernières questions, comment ton mindset a évolué depuis que tu es devenue maman? Est-ce que tu abordes ta carrière différemment, en aspirant peut-être à d'autres choses? Et si ton regard sur l'art, sur la danse a évolué peut-être depuis que tu es devenue maman? Alors oui, mon regard a évolué, surtout dans le fait où je me dis, ok, ça j'ai très envie de le faire, si c'est possible, je vais tout faire
pour le faire, et d'autres choses qui auparavant je me serais dit ça pourrait être pas mal, tout ça, ben là si je vois que c'est pas le projet du siècle, je vais pas forcément le faire parce que c'est trop d'organisation avec ma fille. Donc tu fais plus de choix. Voilà, je fais plus de choix, j'ai des priorités maintenant, et puis je pense que j'aborde de manière générale maintenant tous les projets avec beaucoup plus de calme. Je relativise beaucoup plus. S'il se passe quelque chose pas comme prévu, c'est pas grave en fait. En fait, étonnamment, depuis que je suis maman, je suis beaucoup plus calme en fait. Que t'es de nature à être pas que je sois de nature speed, mais très active. Je vais faire attention à plein de trucs. Mais on n'avait pas dit que c'était comme ça. Nanana. Okay. Maintenant, je vais beaucoup plus m'adapter en fait. Parce que maintenant, j'ai tellement de choses à gérer que voilà, je suis le flow en fait. Ouais, ça doit être pas perturbant, mais ça doit faire bizarre de remarquer à quel point on peut évoluer, changer. Mais pour moi, c'est vrai que c'était un peu un challenge pour moi et un défi de me dire j'ai envie d'avoir un enfant, je sais que la grossesse ça va pas être simple, mais j'ai envie de retourner sur scène. Ça, c'était un peu mon but. Aussi, voilà, pour retrouver le physique, me dire avoir un enfant, ça ne t'arrêtera pas dans ta carrière. Et j'ai plein d'exemples autour de moi qui arrivent et je trouve ça génial. Et pour moi, je me suis dit, moi aussi, je vais le faire en fait. Je vais pouvoir continuer à être danseuse. Évidemment, pas jusqu'à la fin de ma vie, on s'entend, mais je vais pouvoir continuer à danser tant que mon corps me le permet encore. Et tu t'es basée justement sur ces exemples-là pour te rassurer ? Je pense que, en fait, tu m'aurais posé la question il y a 10 ans. Je t'aurais dit, le jour où j'ai envie d'avoir des enfants, j'aimerais arrêter la danse après. Ok. Et d'avoir plein d'exemples autour de moi et de voir que ça marche, je me suis dit, en fait, pourquoi pas en fait. J'ai toujours envie de danser, j'ai envie d'avoir des enfants, mais c'est compatible. Il faut juste s'organiser et il faut y croire en fait. Ouais. Et en postpartum, justement, comment ça se passe ton retour à la préparation physique ? Alors, mon retour à la préparation physique a commencé par la rééducation du périnée. Évidemment. Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même un petit chamboulement pour cette partie du corps. Oui. Et puis après, moi j'ai fait pas mal d'exercices à la maison de pilates. Ok. Pour le coup à la maison parce que c'était compliqué d'aller à des cours, je pouvais pas la laisser. Et donc j'ai fait des exercices qui n'appuyaient pas sur le périnée, qui vraiment faire travailler le transverse, faire travailler tous ces muscles profonds pour reprendre un peu progressivement, reprendre la forme, retrouver son corps que j'ai pas encore retrouvé, soit dit en passant, mais ça va venir, j'espère. Il faut se laisser le temps. Il faut se laisser le temps, même si c'est difficile. C'est difficile parce que moi je suis quelqu'un qui n'a jamais eu de problème de poids. J'ai toujours mangé tout ce que je voulais et je suis chanceuse, je sais, dans ce milieu-là. Et je pensais pas que ça allait être difficile, on va dire, après la grossesse. Je savais que ça prendrait du temps, mais en fait, je crois que ça n'a jamais été aussi dur. Dans le sens où, en fait, le ventre, il est toujours un peu là. Et tu ne peux pas tout contrôler. Et puis, je peux pas tout contrôler. Et puis, même si je fais du gainage, même si je fais des exercices, le ventre, il est toujours là. Enfin, le petit ventre, il est toujours là. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il va partir. Donc, j'avoue, c'est un peu dur, ça. Et oui, je comprends. Mais oui, il faut laisser le temps faire les choses. C'est important. Pour terminer, c'est pas vraiment une question, mais c'est quelque chose dont tu m'as parlé en off et j'aimerais bien que tu en parles parce que je trouve... Enfin, moi, je ne suis pas maman, donc c'est peut-être pour cette raison, mais je n'étais pas au courant que quand on avait une grossesse, on pouvait avoir clairement des grosses pertes de mémoire. C'est quelque chose qui te perturbe parce que tu te demandes justement comment tu vas revenir à la danse sans avoir ces pertes de mémoire et garder la chorégraphie en tête. Mais est-ce que tu veux en dire quelques mots pour terminer ? Oui, alors le mommy brain, comme on appelle. Alors très clairement, je n'en avais pas entendu parler avant non plus, avant d'être enceinte. Et en fait, c'est vraiment, comme tu le dis, des pertes de mémoire. Par exemple, mon mari peut m'avoir dit quelque chose... puis 10 minutes après, je lui pose la question, il me dit mais je te l'ai déjà dit. Ou alors, c'est une perte de mémoire directe, enfin, c'est vraiment sur l'instant, t'es limite. Pas forcément en fait, un peu.
Ouais, où il pouvait me dire non mais je te l'ai dit avant-hier. Enfin, c'est un peu de manière générale en fait. Et puis après l'accouchement, enfin ça reste, hein, c'est hormonal. Et puis on dit que le cerveau il met 3 ans à se reconsolider comme avant. Et donc lors de mon retour sur scène, j'avoue que j'appréhendais un peu ce côté-là, et ça n'a pas loupé. C'était très compliqué en fait. Moi qui suis très rapide à apprendre les chorégraphies, là, alors le matin ça allait, mais l'après-midi après manger, mon cerveau n'était plus là. Mais il était plus là, c'était impossible d'apprendre la chorégraphie, et j'étais là, mais c'est pas possible. Danseur, c'est pas danseur, il faut apprendre vite, il faut se rappeler. Clairement. Donc j'ai senti que, alors j'ai pu me rappeler de la choré, hein, mais j'ai eu plus de peine. Ouais, plus de difficultés. Et là je me suis dit, oh waouh, ok. Ouais. Ça c'est un autre paramètre, en plus du paramètre physique à prendre en compte. Clairement. Et c'est vrai que en fait, le cerveau est fait pour s'occuper à fond de ton bébé, être là 100% pour ton bébé, et puis le reste, il met un peu de côté. En fait, c'est ça. Ok. On va pouvoir clôturer cet épisode. Tu voulais parler d'un dernier exemple que tu as eu en freelance. Oui, alors ce dernier exemple, c'était un spectacle que j'ai fait et un autre tournage que j'ai fait avec le chorégraphe Johan Bourgeois. Et en fait, je voulais en parler parce que c'était une expérience incroyable pour moi. C'était donc un spectacle à Singapour et un tournage en Espagne pour la campagne de la voiture électrique Kia. Excellent. Et puis, en fait, on a tourné en Espagne dans 3 lieux différents, et c'était donc un spectacle avec cette plateforme qui tourne, en fait, cette scène rotative. Donc pour moi, c'était tout nouveau d'apprendre à danser sur une scène qui tourne. Ok. Donc en fait, voilà, c'est un plateau qui tourne à des intensités différentes. Et moi, j'ai des moments où je marche, je cours, avec la gravité, je penche, tout ça. Et donc on a tourné, et là j'étais toute seule, donc c'est vraiment j'étais le caractère principal de la campagne, et on a tourné dans un champ proche de Madrid, dans un autre endroit assez architectural avec un grand bâtiment, et puis dans un dernier endroit dans une forêt. Et de nouveau, donc c'était un tournage avec des caméras, des moyens incroyables. J'ai eu une partie avec un harnais où j'étais suspendue dans les airs. Excellent. Et ça, c'était vraiment génial. Et cette rencontre avec ce chorégraphe m'a beaucoup touchée, parce que en fait, c'est quelqu'un qui est aussi papa. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais aussi en parler, parce que c'est, je pense, un des rares chorégraphes qui va accueillir ça avec joie et sans comment dire avec beaucoup de compréhension. Avec beaucoup de compréhension, voilà. Quand on a travaillé à Singapour, son assistante qui était là était avec son bébé de 2 mois et demi. Et puis voilà, ça allait, on répétait. Quand il avait besoin de téter, on faisait une pause. Et puis comme ça, elle pouvait l'allaiter. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. En fait, je me suis dit, il existe quand même des personnes qui acceptent et qui sont super open aux danseuses et à la maternité. Ça fait du bien. Ça, c'était avant que je tombe enceinte, mais je me suis dit, ça fait du bien de voir des gens comme ça, en fait. Je veux bien le croire. Ça me dit quelque chose. Non, disons que j'ai en tête une pièce, et certainement que c'est Johan Bourgeois, mais je ne suis pas sûre. C'est avec un escalier où il y a un trampoline vers le bas, et où les danseurs tombent des marches. Et ça, je l'avais vu, c'était un spectacle en extérieur à Lyon, sur la place Bellecour. C'était dans le cadre, je ne sais pas dans quel cadre c'était, mais j'avais eu cet aperçu-là de la pièce à ce moment-là, et après je l'avais revu sur les réseaux sociaux, sur Internet, pas en intégralité, mais j'avais eu plus de choses. C'est bien lui, du coup. C'est bien Johan Bourgeois qui fait ça. Il mêle danse et cirque à la fois dans ses pièces. Et c'est ça que je trouve super. Bon super. Merci pour toutes ces informations sur ton parcours, sur tout ce que tu vis en ce moment en tant que maman. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter, ou on clôture comme ça ? Je me dis, j'espère que
un jour ma fille elle pourra me voir danser. Je sais pas si je danserai encore, mais pourquoi pas. Parce que là, pour l'instant, à 3 mois, c'est un peu compliqué. Mais, c'est sûr. Je sais pas, j'ai une petite envie comme ça. Ah, c'est trop mignon. Merci beaucoup, Moana. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao. Voilà, l'épisode est terminé. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le liker, à laisser un commentaire et à le partager. Ça me fera très plaisir.